Dans les archives judiciaires du comté de Saint-Landry, en Louisiane, 3 certificats de décès datés de l'automne 1923 portent une mention identique sous la rubrique « Circonstances du décès ». Automutilation volontaire suivie d'hémorragie fatale. Les 3 hommes, tous membres actifs du clan local, se sont infligés des blessures mortelles dans un intervalle de 10 jours, sans explication apparente, sans témoin direct et sans qu'aucun lien rationnel ne soit établi entre eux, si ce n'est un nom murmuré dans les ruelles sombres d'Opelousas, Célestine Doucet. Avant de plonger dans cette histoire qui a hanté la Louisiane pendant des décennies, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire en indiquant de quelle ville vous nous écoutez. Cela aide énormément à faire connaître ces récits oubliés. Les événements que je vais vous raconter se sont déroulés dans une époque où le sud des États-Unis portait encore les cicatrices profondes de la guerre civile et de la reconstruction. Une période où la violence raciale était aussi ordinaire que la pluie d'été, où le Ku Klux Klan régnait en maître dans certaines communautés rurales, et où la justice officielle fermait souvent les yeux sur les crimes commis au nom de la suprématie blanche. Mais ce récit ne parle pas seulement de haine et de terreur. Il parle aussi de quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus troublant encore. La question de savoir jusqu'où un être humain peut aller lorsqu'il est poussé dans ses derniers retranchements, et ce qui arrive lorsque la peur change de camp. Opelousas, une petite ville de Louisiane située à quelques 150 km à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, n'était en 1923 qu'un point sur la carte pour la plupart des Américains. Pourtant, pour ceux qui y vivaient, c'était un monde en soi, avec ses hiérarchies invisibles, ses codes non écrits, ses silences convenus. La ville s'étendait autour d'un centre-ville modeste où se côtoyaient quelques commerces, une banque, un bureau de poste, un tribunal de comté et 2 églises, une baptiste pour les Blancs, une autre pour les Noirs, située de l'autre côté de la voie ferrée qui divisait la communauté aussi sûrement qu'un mur de pierre. La campagne environnante était un patchwork de champs de coton, de plantations de canne à sucre et de marécages, où la végétation luxuriante semblait vouloir reprendre ses droits sur tout ce que l'homme avait construit. Les routes n'étaient souvent que des chemins de terre rouge qui devenaient impraticables dès les premières pluies. Les nuits sans lune, l'obscurité était si dense qu'on ne voyait pas sa propre main tendue devant soi. C'était un endroit où le passé semblait toujours présent, où les vieilles rancœurs ne mouraient jamais vraiment, où chaque famille gardait ses secrets comme on garde des bijoux précieux. La population était divisée en 3 groupes principaux. Les Blancs d'origine anglo-saxonne, qui possédaient la plupart des terres et contrôlèrent le commerce. Les descendants d'esclaves affranchis, qui constituaient la main-d'œuvre agricole et vivaient dans des conditions à peine meilleures que celles de leurs ancêtres. Et enfin, les créoles, cette population métissée issue du mélange entre Français, Espagnols, Africains et Amérindiens qui occupait une position ambiguë dans la structure sociale rigide du Sud. Célestine Doucet appartenait à cette dernière catégorie. Elle vivait dans une petite maison en bois située à la limite du quartier noir, non loin du bayou, qui serpentait paresseusement à travers la campagne. Sa demeure était reconnaissable de loin grâce à son jardin inhabituellement luxuriant, où poussaient des herbes médicinales, des fleurs aux couleurs vives et des plantes que personne d'autre dans la région ne semblait cultiver. Des bouteilles bleues pendaient aux branches d'un chêne centenaire devant sa maison. Une vieille tradition créole, censée capturer les mauvais esprits, disaient certains, ou simplement un ornement décoratif, selon d'autres. Célestine était une femme d'une 40aine d'années, grande et mince, au teint cuivré et aux yeux d'un marron si profond qu'il semblait noir. Elle portait toujours un foulard coloré noué autour de la tête, à la manière des femmes créoles, et ses robes simples mais impeccablement propres la faisaient remarquer dans une communauté où la plupart des gens portaient des vêtements usés jusqu'à la corde. Elle parlait le français créole avec les anciens, l'anglais avec les plus jeunes, et possédait une dignité naturelle qui irritait profondément certains blancs habitués à la déférence servile. Elle vivait seule depuis la mort de son mari, Armand,
survenu 7 ans plus tôt dans des circonstances qui avaient laissé des questions sans réponse. Armand travaillait comme forgeron et avait été retrouvé pendu dans sa propre forge, la corde attachée à une poutre maîtresse. Le shérif de l'époque avait conclu à un suicide, malgré les protestations de Célestine qui affirmait que son mari n'avait aucune raison de mettre fin à ses jours et que quelque chose dans la scène ne collait pas. Les mains d'Armand portaient des marques de corde, comme s'il avait essayé de se libérer. Et ses pieds touchaient presque le sol, ce qui rendait la pendaison techniquement difficile à réaliser seul. Mais dans la Louisiane de 1916, remettre en question les conclusions officielles concernant la mort d'un homme noir ou créole était un exercice futile, voire dangereux. L'affaire avait été classée, et Célestine s'était retrouvée veuve, sans enfant, obligée de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Elle s'était tournée vers ce qu'elle savait faire, soigner. Depuis son plus jeune âge, elle avait appris de sa grand-mère l'art de reconnaître les plantes médicinales, de préparer des tisanes, des cataplasmes, des onguents. Sa grand-mère, Marie-Claire, était née esclave sur une plantation de canne à sucre, mais avait obtenu sa liberté après la guerre civile et s'était installée à Opelousas, où elle avait acquis une réputation de guérisseuse respectée. Elle connaissait les remèdes créoles, ceux hérités de l'Afrique et ceux empruntés aux Indiens Choctaw qui avaient autrefois habité ces terres. Elle avait transmis tout ce savoir à Célestine, ainsi qu'une compréhension profonde de la psychologie humaine et de la manière dont la foi et la suggestion pouvaient parfois accomplir ce que la médecine conventionnelle ne parvenait pas à faire. Après la mort d'Armand, Célestine avait donc commencé à recevoir des patients dans sa petite maison. Au début, c'était surtout des femmes noires ou créoles qui venaient la consulter pour des problèmes que le médecin blanc de la ville ne prenait pas au sérieux ou ne pouvait pas traiter. Douleurs menstruelles, difficultés à concevoir, enfants agités, maux de tête chroniques, rhumatisme. Célestine leur donnait des tisanes, des conseils, parfois simplement une oreille attentive. Elle ne demandait jamais d'argent directement, acceptant ce qu'on lui offrait. Quelques pièces, des œufs, un poulet, du linge cousu à la main. Avec le temps, sa réputation s'était étendue. On murmurait qu'elle avait aidé la femme du boucher à tomber enceinte après 10 ans de stérilité, qu'elle avait guéri le fils du pasteur Baptiste Noir d'une fièvre que le médecin avait jugée mortelle, qu'elle savait voir des choses que les autres ne voyaient pas, comprendre des situations que les autres ne comprenaient pas. Certains commençaient à utiliser un autre mot pour la décrire, traiteur, dans le dialecte créole local, ce qui signifiait à la fois guérisseur et quelqu'un qui connaît les secrets cachés de la nature et de l'âme humaine. Mais avec la notoriété venait aussi la méfiance. Dans le sud profond des années 20, une femme noire ou créole qui acquérait trop d'indépendance, trop de respect, trop d'influence, était vue comme une menace par certains. Et parmi ces certains se trouvaient les membres du clan local qui voyaient, dans toute affirmation de la dignité noire ou créole, un défi direct à l'ordre social qu'ils s'étaient jurés de maintenir par tous les moyens. L'incident qui allait tout déclencher se produisit par une nuit étouffante de juillet 1923. La chaleur était si intense que même les cigales semblaient trop épuisées pour chanter. L'air était immobile, chargé d'humidité, et les gens dormaient, fenêtres ouvertes dans l'espoir de capter la moindre brise. Vers 2 heures du matin, Célestine fut réveillée par des bruits à l'extérieur de sa maison. D'abord, elle crut que c'était un animal fouillant dans son jardin, mais les sons étaient trop réguliers, trop délibérés. Elle se leva silencieusement, traversa pieds nus la pièce principale de sa petite demeure et jeta un regard prudent par la fenêtre. Ce qu'elle vit figea le sang dans ses veines. 5 hommes encagoulés se tenaient dans son jardin, leurs silhouettes blanches fantomatiques dans l'obscurité. Ils portaient les robes et les cagoules caractéristiques du Ku Klux Klan, et l'un d'eux tenait une torche qui projetait des ombres dansantes sur les murs de la maison. Un autre transportait un bidon qui, à l'odeur qui commençait à pénétrer par les fenêtres ouvertes, contenait clairement du kérosène. Leur intention était limpide. Ils étaient venus pour incendier sa maison, peut-être avec elle à l'intérieur.
Célestine sentit la peur l'envahir, mais elle était aussi envahie par une colère froide et profonde. Elle avait vécu toute sa vie sous la menace implicite de la violence blanche. Elle avait perdu son mari dans des circonstances qu'elle soupçonnait d'être criminelles, mais qu'elle n'avait jamais pu prouver. Elle avait courbé l'échine, baissé les yeux, murmuré « oui monsieur » et « non monsieur » quand il le fallait. Et maintenant, ces hommes venaient chez elle, dans sa propre maison, pour la détruire, elle, et tout ce qu'elle avait construit. Mais Célestine n'était pas une femme ordinaire. Elle possédait quelque chose que ces hommes ne possédaient pas. Une connaissance intime de la psychologie de la peur et une compréhension profonde de la manière dont les croyances, même superstitieuses, pouvaient devenir aussi réelles que n'importe quelle arme physique. Sans allumer de lumière, elle se dirigea vers une armoire au fond de la pièce et en sortit plusieurs objets qu'elle conservait là depuis des années. Des poupées de tissu que sa grand-mère lui avait apprises à confectionner, non pas pour jeter des sorts. Elle ne croyait pas vraiment à ce genre de choses, mais parce que dans la culture créole, ces objets avaient une signification symbolique puissante. Elle prit également une petite bouteille contenant une mixture qu'elle utilisait normalement pour traiter les infections cutanées. Un mélange d'herbes, d'alcool et de substances qui, lorsqu'elles entraient en contact avec la peau, produisaient une sensation de brûlure intense, mais temporaire. Puis, dans un geste qui aurait pu sembler absurde à un observateur rationnel, mais qui était chargé d'une signification culturelle profonde, elle sortit par la porte arrière de sa maison, se faufila dans l'ombre jusqu'à un point où elle pouvait voir les hommes sans être vue, et commença à parler. Sa voix était basse, mais portait dans la nuit silencieuse. Elle parlait en français créole, un dialecte que la plupart des Blancs de la région ne comprenaient pas, mais dont les sonorités étrangères les troublaient profondément. Elle prononçait des mots qui sonnaient comme des incantations, des phrases qui évoquaient des forces anciennes, des avertissements qui promettaient des conséquences terribles. « Ceux qui viennent dans la nuit pour détruire seront détruits eux-mêmes », disait-elle, sa voix montant et descendant dans une cadence hypnotique. La terre boira leur sang, comme elle a bu celui de mes ancêtres. Leurs mains se retourneront contre eux. Leurs yeux verront ce que personne d'autre ne peut voir. 3 fois la lune se lèvera et 3 fois elle verra ce qu'elle ne devrait pas voir. Les hommes s'étaient figés. La voix semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Dans l'obscurité, ils ne pouvaient pas localiser Célestine, et l'effet était profondément déstabilisant. La torche vacillait dans la main de celui qui la tenait. « Qui est là ?» cria l'un d'eux, sa voix trahissant une nervosité qu'il essayait de dissimuler. Célestine ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle lança dans leur direction l'une des poupées de tissu qu'elle avait préparées. L'objet atterrit aux pieds de l'homme qui tenait le bidon de kérosène. Dans la lueur de la torche, ils purent tous voir ce que c'était. Une petite figure humaine grossièrement façonnée, habillée de tissu blanc déchiré qui ressemblait de manière troublante à une robe de clan en miniature et transpercée de plusieurs épingles. Le silence qui suivit était si total qu'on aurait pu entendre une feuille tomber. Tous les hommes du Sud, même les plus rationnels, même les plus éduqués, avaient grandi en entendant des histoires sur le vaudou, le houdou, les malédictions créoles. La plupart n'y croyaient pas vraiment, mais dans l'obscurité étouffante de cette nuit de juillet, face à cette voix désincarnée et à cette poupée sinistre, même les sceptiques les plus convaincus sentaient un frisson glacé descendre le long de leur colonne vertébrale. « Foutez le camp d'ici !» cria soudain l'un des hommes, et sans attendre de réponse, il se précipita vers son cheval attaché à la barrière. Les autres hésitèrent un instant, puis l'instinct grégaire prit le dessus. En quelques secondes, tous les 5 étaient en selle et s'éloignaient au galop dans la nuit, le bidon de kérosène renversé dans le jardin de Célestine, la torche abandonnée et s'éteignant lentement dans la poussière. Célestine sortit de l'ombre et regarda les silhouettes disparaître dans l'obscurité. Elle tremblait de tous ses membres, non pas de peur maintenant, mais d'adrénaline et de quelque chose qui ressemblait à du triomphe.
Elle avait gagné cette manche. Mais elle savait aussi, avec une certitude profonde et troublante, que ce n'était pas terminé. Les hommes du clan ne pardonnaient jamais une humiliation, et elle venait de les humilier de la pire manière possible, en jouant sur leur propre superstition, en retournant leur peur contre eux. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, ce qu'elle ne pouvait pas prévoir, c'est que ce geste de défense désespéré allait déclencher une série d'événements si étranges, si troublants, que des décennies plus tard, les gens en parleraient encore à voix basse, se demandant si ce qui s'était passé avait une explication rationnelle ou si Célestine Doucet possédait vraiment des pouvoirs qui dépassaient l'entendement humain. Les jours qui suivirent cette nuit de juillet furent tendus mais étrangement calmes. Célestine s'attendait à des représailles immédiates, mais rien ne se produisit. La vie à Opelousas continuait son cours ordinaire. Les gens travaillaient aux champs, les commerçants ouvraient leurs boutiques, les enfants jouaient dans les rues poussiéreuses. En surface, tout semblait normal. Mais sous cette normalité apparente, quelque chose avait changé. Célestine le sentait dans la manière dont certains blancs la regardaient maintenant quand elle traversait la ville pour acheter des provisions. Il y avait de la curiosité dans leurs yeux, mais aussi quelque chose de plus sombre, de la peur peut-être, ou du ressentiment, ou les deux à la fois. Les femmes noires et créoles qui venaient la consulter lui racontaient des bribes de conversation qu'elles avaient surprises, des rumeurs qui circulaient. On disait que Célestine Doucet était une sorcière vaudou, qu'elle pouvait jeter des sorts, qu'elle avait chassé 5 hommes du clan en une seule nuit par la seule force de ses malédictions. Les détails de l'histoire s'amplifiaient à chaque retransmission. Certains disaient qu'elle avait fait apparaître un serpent géant, d'autres qu'elle s'était transformée en corbeau, d'autres encore qu'elle avait fait pleuvoir du feu du ciel. Célestine écoutait ces récits avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. Elle savait exactement ce qui s'était passé cette nuit-là, et il n'y avait rien de surnaturel là-dedans. Elle avait simplement utilisé la psychologie, le théâtre et la connaissance qu'elle avait des superstitions locales. Mais elle comprenait aussi le pouvoir des histoires et des croyances. Si les gens croyaient qu'elle possédait des pouvoirs mystiques, cette croyance elle-même pouvait devenir une forme de protection. Les hommes du clan hésiteraient peut-être à s'en prendre à elle s'ils craignaient des conséquences surnaturelles. 3 semaines après l'incident, elle reçut une visite inhabituelle. C'était un dimanche après-midi, et elle était en train de travailler dans son jardin lorsqu'une femme blanche s'approcha de sa barrière. La femme avait une 40aine d'années, vêtue d'une robe simple, mais de bonne qualité, et elle regardait autour d'elle avec nervosité, comme si elle craignait d'être vue. « Madame Doucet ?» demanda-t-elle à voix basse. Célestine se redressa, surprise. Il était extrêmement rare qu'une femme blanche vienne la consulter, et jamais au grand jour comme ça. « Oui, c'est moi », répondit-elle prudemment. « Je m'appelle Eleanor Gaskin. J'ai besoin de votre aide. » Le nom Gaskin était connu à Opelousas. Vernon Gaskin possédait la plus grande quincaillerie de la ville, et c'était un homme respecté dans la communauté blanche. Eleanor était sa femme, et les rumeurs disaient qu'elle souffrait de migraines chroniques que les médecins n'arrivaient pas à soigner. Célestine hésita. Recevoir une femme blanche, surtout l'épouse d'un notable, pouvait être dangereux. Si le traitement ne fonctionnait pas, on pourrait l'accuser de charlatanisme ou pire. Mais quelque chose dans l'expression désespérée d'Eleanor la toucha. « Entrez », dit-elle simplement. À l'intérieur de la petite maison, Eleanor expliqua son problème. Les migraines la torturaient depuis des années, parfois si intenses qu'elle ne pouvait pas quitter son lit pendant des jours. Les médecins lui avaient prescrit toutes sortes de médicaments. Laudanum, bromure, même des saignées, mais rien ne fonctionnait durablement. Elle avait entendu parler des succès de Célestine par sa servante noire, qui lui avait raconté comment la guérisseuse créole avait soulagé sa propre mère de douleurs similaires. Célestine l'écouta attentivement, posa des questions sur la fréquence des migraines, les circonstances qui les déclenchaient, les autres symptômes associés. Elle observa Eleanor avec attention.
la tension dans ses épaules, la manière dont elle se frottait les tempes inconsciemment, les cernes sous ses yeux. Puis, elle prépara une tisane à base de feverfew, une plante qu'elle cultivait dans son jardin et dont elle savait par expérience qu'elle pouvait réduire la fréquence des migraines. Elle ajouta de la valériane pour l'anxiété qu'elle percevait clairement chez Eleanor et un peu de menthe poivrée pour le goût. Pendant que l'eau chauffait, elle parla doucement à Eleanor, lui posant des questions sur sa vie, ses soucis, ses peurs, établissant subtilement une connexion qui était aussi importante que le remède lui-même. « Buvez cette tisane 2 fois par jour », lui dit-elle en lui tendant un petit sachet d'herbes séchées, le matin au réveil et le soir avant de dormir. Et essayez de dormir dans une pièce complètement sombre, sans aucune lumière. Parfois, c'est la lumière qui réveille la douleur. Eleanor prit le sachet comme si c'était de l'or. « Combien je vous dois ? » ?»« Rien pour l'instant, » répondit Célestine. « Si ça marche, vous me donnerez ce que vous voudrez. » Eleanor la regarda avec une expression étrange, un mélange de gratitude et de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « On raconte des choses sur vous, » dit-elle à voix basse. « Des choses sur cette nuit où certains hommes sont venus ici. » Célestine sentit son corps se raidir. « Et qu'est-ce qu'on raconte ? Que vous avez des pouvoirs, que vous pouvez voir des choses, que vous pouvez faire des choses. » Eleanor hésita, puis ajouta « Mon mari, Vernon, il fait partie d'un cercle d'hommes qui se réunissent parfois. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais depuis quelques semaines, il rentre à la maison dans un état étrange. Nerveux, il ne dort pas bien. Il regarde par les fenêtres comme s'il s'attendait à voir quelque chose. » Le cœur de Célestine s'accéléra. Vernon Gaskin faisait donc partie du groupe qui était venu cette nuit-là. Elle ne dit rien, attendant qu'Eleanor continue. « Il a fait des cauchemars, » poursuivit Eleanor, sa voix tremblant légèrement. « Il se réveille en criant. L'autre nuit, il a dit quelque chose sur des mains qui le touchaient dans le noir, sur des yeux qui le regardaient. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. » Célestine choisit ses mots avec soin. Parfois, quand les hommes font des choses dont ils ont honte, leur conscience les tourmente. Ce n'est pas de la sorcellerie, Madame Gaskin. C'est juste la nature humaine. Eleanor la fixa longuement, et dans ses yeux, Célestine vit qu'elle comprenait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Est-ce que vous avez fait quelque chose à ces hommes? Est-ce que vous avez jeté un sort ?»« Je ne jette pas de sort, » répondit Célestine fermement. « Je ne suis pas une sorcière. Je suis une guérisseuse, rien de plus. » Eleanor hocha la tête lentement, mais son expression suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Elle se leva pour partir, puis se retourna à la porte. « Merci pour la tisane, » dit-elle. Puis, après une hésitation, « Et merci de ne pas leur avoir fait de mal, même s'ils le méritaient peut-être. » Après son départ, Célestine resta assise longtemps dans sa petite maison, réfléchissant à cette conversation. Ainsi, Vernon Gaskin faisait des cauchemars. Il voyait des choses qui n'existaient pas. Il était terrorisé par quelque chose. Mais Célestine n'avait rien fait d'autre que de parler dans l'obscurité et de lancer une poupée de tissu. Comment cela pouvait-il produire un tel effet? Elle se rappela ce que sa grand-mère lui avait dit autrefois. La peur est l'arme la plus puissante qui existe. Elle peut détruire un homme plus sûrement que n'importe quel poison. Et la peur qu'on se fait à soi-même est la plus mortelle de toutes. Était-ce ce qui arrivait à Vernon Gaskin? Est-ce que sa propre culpabilité, sa propre peur, sa propre croyance dans le pouvoir des malédictions créoles était en train de le détruire de l'intérieur? Célestine ne savait pas, mais elle allait bientôt découvrir que Vernon Gaskin n'était pas le seul à souffrir d'effets psychologiques étranges. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Vos réactions nous aident à continuer à partager ces récits oubliés. Au cours des semaines suivantes, Célestine remarqua des changements subtils dans l'atmosphère de la ville. Il y avait une tension dans l'air,
une nervosité collective qui ne correspondait à aucun événement particulier. Les gens parlaient à voix basse dans les coins, les regards étaient plus furtifs, et il y avait ce sentiment indéfinissable qu'attendent ceux qui savent qu'un orage approche sans pouvoir dire exactement quand il éclatera. Les rumeurs continuaient à circuler, de plus en plus extravagantes. On disait maintenant que Célestine pouvait faire apparaître des visions, qu'elle connaissait des secrets que personne ne lui avait révélés, qu'elle pouvait lire dans les pensées. Chaque coïncidence, chaque événement inhabituel, était attribué à ses supposés pouvoirs mystiques. Quand le chien de la famille Hartley mourut subitement, probablement empoisonné par de la mort au rat, une mort malheureusement courante pour les animaux à l'époque, certains murmurèrent que c'était la vengeance de Célestine parce que John Hartley l'avait regardé de travers au marché. Quand la grange de Thomas Wilcox brûla après avoir été frappée par la foudre pendant un orage, un incident qui n'avait rien d'extraordinaire dans cette région où les tempêtes d'été étaient violentes, on l'attribua à une malédiction. Célestine observait tout cela avec un mélange de fascination et d'inquiétude croissante. Elle n'avait rien fait pour encourager ces rumeurs, mais elle ne pouvait pas non plus les arrêter. Et, d'une certaine manière, elle devait admettre qu'elle lui procurait une forme de protection. Les gens la craignaient maintenant, et la peur était un bouclier plus efficace que n'importe quelle loi ou autorité officielle. Mais tout changea le premier dimanche de septembre. Ce matin-là, les fidèles de l'église baptiste se rassemblaient pour le service du dimanche lorsque quelqu'un remarqua que Vernon Gaskin n'était pas présent. Ce n'était pas inhabituel en soi. Les hommes manquaient parfois le service pour diverses raisons, mais Eleanor était là, seule, et son visage était d'une pâleur inquiétante. Lorsque plusieurs femmes lui demandèrent si tout allait bien, elle se contenta de secouer la tête et de fixer le sol. Après le service, le shérif Marcus Delacroix, un homme corpulent d'une 50aine d'années avec une moustache grisonnante et des yeux fatigués, se rendit à la résidence des Gaskin pour voir ce qui se passait. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix pendant plusieurs longues minutes. Vernon Gaskin était dans la cave de sa maison, assis dans l'obscurité complète, les mains attachées derrière le dos avec de la corde. Mais ce n'était pas quelqu'un d'autre qui l'avait attaché. Il l'avait fait lui-même, dans un nœud complexe qu'il avait dû pratiquer encore et encore pour réussir à l'accomplir dans son dos. Il était couvert de sueur, tremblant, et murmurait sans arrêt des phrases incohérentes. « Elles vont me prendre. Les mains vont me prendre. Je ne peux pas me laisser faire ce que je ne veux pas faire. » Le docteur Hermann Weiss, le médecin de la ville, fut appelé immédiatement. Il examina Vernon pendant près d'une heure, posant des questions qu'Eleanor répondait par des hochements de tête et des murmures à peine audibles. Finalement, le docteur Weiss sortit de la maison avec le shérif et leur conversation fut entendue par plusieurs voisins curieux qui s'étaient rassemblés devant la propriété. « Je n'ai jamais rien vu de pareil », disait le docteur. Weiss, secouant la tête avec perplexité. « Il est en proie à ce que je ne peux décrire que comme une forme extrême d'anxiété ou de délire. Il est convaincu que ses propres mains vont se retourner contre lui et lui faire du mal. Il répète sans cesse qu'il doit les attacher pour empêcher que cela arrive. C'est une sorte de folie, shérif. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une folie qui se manifeste de cette manière spécifique. Est-ce qu'il a dit ce qui a déclenché ça ? Demanda le shérif. Le docteur Weiss hésita. Sa femme m'a dit qu'il faisait des cauchemars depuis quelques semaines. Des rêves où ses mains ne lui obéissaient plus, où elle faisait des choses qu'il ne voulait pas qu'elle fasse. Apparemment, la nuit dernière, il s'est réveillé en hurlant, convaincu que le cauchemar était en train de devenir réalité. Il s'est enfui dans la cave et s'est attaché les mains. Eleanor l'a trouvé ce matin. Le shérif fronça les sourcils. Vous avez dit qu'il faisait des cauchemars depuis quelques semaines. Ça a commencé quand, exactement ? Le docteur Weiss consulta ses notes. D'après sa femme, ça a commencé vers la fin juillet. Le 28 juillet précisément. Le shérif devint très pâle. Le 28 juillet était le lendemain de la nuit où les hommes du clan étaient allés chez Célestine Doucet. Il ne dit rien, mais son expression en disait long.
Vernon Gaskin fut transporté à l'hôpital du comté, où on le plaça sous surveillance. On lui donna du laudanum pour calmer son agitation, et pendant quelques jours, il sembla s'améliorer légèrement. Mais il refusait obstinément qu'on détache ses mains, et même sous l'effet de la drogue, il murmurait les mêmes phrases obsessionnelles. La nouvelle se répandit dans toute la ville comme un feu de prairie. Vernon Gaskin, un homme d'affaires respecté, père de 3 enfants, membre éminent de la communauté, était devenu fou, et tout le monde savait, ou croyait savoir, pourquoi. C'était la malédiction de Célestine Doucet. C'était sa vengeance pour ce qu'il avait essayé de lui faire cette nuit de juillet. Les gens commencèrent à se rappeler ce qu'ils avaient entendu dire sur cette nuit. La voix désincarnée dans l'obscurité, les mots prononcés en créole, la poupée transpercée d'épingles, et surtout, cette phrase que plusieurs personnes affirmaient avoir entendue de sources différentes, même si personne ne pouvait dire avec certitude qui l'avait prononcée en premier. Leurs mains se retourneront contre eux. Et maintenant, Vernon Gaskin était convaincu que ses propres mains étaient devenues ses ennemis. Célestine entendit parler de tout cela par ses patientes habituelles, qui venaient chez elle avec des expressions mélangées d'admiration et de peur. Certaines la félicitaient ouvertement, heureuses qu'un homme du clan souffre des conséquences de ses actes. D'autres la suppliaient de lever la malédiction, craignant que cette situation n'entraîne des représailles contre toute la communauté noire et créole. Mais Célestine était profondément troublée. Elle n'avait jeté aucune malédiction. Elle n'avait prononcé que des mots destinés à effrayer, certes, mais juste des mots. Comment des simples paroles pouvaient-elles produire un tel effet ? Comment la peur et la culpabilité pouvaient-elles transformer un homme sain d'esprit en quelqu'un qui s'attachait les mains par terreur de ce qu'elle pourrait faire? Elle se souvenait de ce que sa grand-mère lui avait dit sur le pouvoir de la suggestion, sur la manière dont l'esprit humain pouvait se convaincre de presque n'importe quoi s'il y croyait suffisamment fort. Mais elle n'avait jamais imaginé que cela puisse aller aussi loin. 3 jours après l'hospitalisation de Vernon Gaskin, quelque chose d'encore plus troublant se produisit. Le mercredi soir, vers 11 heures, les infirmières de l'hôpital du comté entendirent un bruit terrible venant de la chambre où Vernon Gaskin était confiné. C'était un mélange de cris et de chocs sourds, comme si quelque chose de lourd frappait contre le mur. Elles se précipitèrent vers la chambre et ce qu'elles découvrirent les remplit d'horreur. Vernon s'était libéré de ses liens. Comment? Personne ne put jamais l'expliquer avec certitude. Car les nœuds étaient de réputés solides, et il était en train de se frapper violemment la tête contre le mur de pierre de sa chambre. Son front était déjà ensanglanté, et il continuait à frapper encore et encore, avec une force qui semblait dépasser celle d'un homme normal. « Elles veulent me faire quelque chose de pire », hurlait-il entre 2 impacts. « Elles veulent que je fasse du mal à quelqu'un, je dois les arrêter, je dois les arrêter. » Il fallut 4 hommes pour le maîtriser et l'immobiliser sur le lit. Le docteur Weiss lui administra une dose massive de laudanum, suffisante pour assommer un cheval, mais même sous l'effet de la drogue, Vernon continuait à marmonner, les yeux révulsés, la bouche écumante. Le lendemain matin, le shérif de la Croix convoqua une réunion d'urgence avec plusieurs notables de la ville, dont le maire, le pasteur de l'église baptiste, le docteur Weiss et 2 autres hommes dont les noms ne furent jamais officiellement enregistrés dans les minutes de la réunion, mais que tout le monde connaissait, James Pritchard et William Sutton, tous 2 membres connus du clan local. La réunion se tint à huis clos dans le bureau du maire, et ce qui y fut dit ne fut jamais entièrement divulgué. Mais dans les jours qui suivirent, des fragments de la conversation commencèrent à circuler, rapportés par une secrétaire qui avait écouté à la porte, et par le pasteur lui-même, qui, troublé par ce qu'il avait entendu, confia certains détails à sa femme, qui les partagea avec d'autres. Le shérif avait apparemment commencé par un compte rendu factuel de la situation. Vernon Gaskin était dans un état mental catastrophique, se blessait lui-même, et affirmait que ses mains voulaient le forcer à commettre des actes violents. Le docteur Weiss avait confirmé que ce n'était pas une maladie physique, mais un trouble mental d'une nature qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant.
Il est complètement convaincu que quelque chose contrôle ses mains, aurait dit le docteur Weiss. Ce n'est pas une simple peur irrationnelle, c'est une conviction absolue, inébranlable. Il préférerait mourir plutôt que de libérer ses mains. James Pritchard, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux roux et au tempérament notoirement violent, aurait alors pris la parole. Nous savons tout ce qui s'est passé. Nous savons qui a fait ça. Cette femme, cette Célestine Doucet, elle a jeté un sort à Vernon. Et si nous ne faisons rien, elle pourrait en faire autant à d'autres. Le pasteur, un homme âgé nommé Josiah Reynolds, aurait protesté. James, nous vivons au XXe siècle. Il n'y a pas de tel pouvoir. Ce que Vernon subit est peut-être le résultat de sa propre conscience tourmentée. Vous savez ce que vous êtes allé faire cette nuit-là. Peut-être que c'est simplement... Simplement quoi? Aurait coupé William Sutton, un homme plus jeune mais tout aussi impliqué dans les activités du clan. Simplement la culpabilité? Vernon n'a jamais eu de culpabilité de sa vie. Il a fait ce qu'il pensait devoir faire pour protéger notre communauté. Non, c'est autre chose. C'est cette femme. Le shérif de la Croix, un homme pragmatique qui avait passé des décennies à gérer les tensions raciales de la région, aurait alors dit quelque chose qui, rétrospectivement, prit une signification terrible. Même si vous pensez qu'elle a jeté un sort, ce que je ne crois pas personnellement. Que pouvez-vous faire? Si vous vous en prenez à elle, ne craignez-vous pas qu'elle ne fasse pire? Si vous croyez vraiment qu'elle a ce genre de pouvoir, la meilleure chose à faire serait de la laisser tranquille. Cette logique aurait dû prévaloir. C'était le conseil raisonnable d'un homme qui comprenait que l'escalade de la violence ne menait jamais nulle part. Mais la peur et la colère sont rarement rationnelles. Selon les sources, James Pritchard aurait alors dit avec une froide détermination « Ou alors, nous nous assurons qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal à personne. » Le pasteur aurait plaidé pour la retenue, le maire aurait exprimé son inquiétude quant aux conséquences légales, et le docteur Weiss aurait insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve que Célestine ait fait quoi que ce soit d'illégal. Mais à la fin de la réunion, aucune décision officielle n'avait été prise, et les participants s'étaient séparés dans une atmosphère tendue. Pourtant, quelque chose avait changé. Une ligne avait été franchie dans cette salle. Une intention avait été formée, même si elle n'avait pas été explicitement exprimée. Célestine ne savait rien de cette réunion, mais elle sentait le danger se rapprocher. Les regards qu'elle recevait en ville avaient changé. Ce n'était plus de la simple méfiance ou de la peur superstitieuse, c'était quelque chose de plus direct, de plus menaçant. Elle commença à prendre des précautions. Elle ne sortait plus seule après la tombée de la nuit. Elle demanda à plusieurs voisins noirs de garder un œil sur sa maison, et elle cacha dans sa chambre un vieux pistolet qu'Armand avait laissé derrière lui. Un Colt rouillé qu'elle ne savait même pas si elle serait capable d'utiliser le moment venu. Mais ce qu'elle ne pouvait pas prévoir, ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que le danger ne viendrait pas d'où elle l'attendait. Le vendredi soir, 3 jours après la réunion secrète, Vernon Gaskin mourut à l'hôpital du comté. La cause officielle de la mort fut enregistrée comme traumatisme crânien suite à des blessures auto-infligées. Mais les circonstances exactes de sa mort furent bien plus troublantes que ne le suggérait cette description clinique. Selon le rapport de l'infirmière de nuit, Vernon avait semblé se calmer vers 20 heures. On lui avait administré sa dose habituelle de laudanum, et il s'était endormi paisiblement, ses mains toujours attachées à la tête du lit comme il l'exigeait. L'infirmière avait fait sa ronde à 22 heures, et tout allait bien. Mais à minuit, lorsqu'elle revint vérifier son état, elle le trouva mort. Il était dans une position impossible à expliquer rationnellement. D'une manière ou d'une autre, malgré le fait que ses mains étaient toujours attachées solidement à la tête du lit, il avait réussi à se briser le cou. Les marques sur sa gorge suggéraient qu'il avait été étranglé ou qu'il s'était étranglé lui-même, mais comment? Ses mains ne pouvaient pas atteindre son cou dans la position où elles étaient attachées. Le docteur Weiss examina le corps pendant des heures, essayant de comprendre.
Il conclut finalement que Vernon avait dû effectuer une série de mouvements contorsionnistes extraordinaires, utilisant le cadre du lit comme point d'appui pour créer une pression sur sa propre trachée jusqu'à ce qu'il perde conscience et meure par asphyxie. C'était techniquement possible, admit-il, mais cela aurait nécessité une détermination et une tolérance à la douleur qui dépassaient tout ce qu'il avait vu dans sa longue carrière médicale. C'est comme s'il voulait tellement mourir qu'il a trouvé un moyen de le faire malgré toutes les contraintes physiques, dit-il au shérif de la Croix. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est un suicide, techniquement, mais d'une nature si déterminée, si désespérée, que cela dépasse l'entendement. Le shérif examina le corps en silence, puis les liens encore attachés aux mains de Vernon. Il remarqua quelque chose d'étrange. Les doigts de Vernon étaient couverts de petites coupures et d'écorchures, comme s'il avait gratté quelque chose encore et encore. Sur le mur près de son lit, à peine visible dans la pénombre, on pouvait distinguer de faibles marques de griffures. « Qu'est-ce qu'il a écrit » demanda le shérif. Le docteur Weiss regarda plus attentivement et pâlit. Gravé dans le plâtre du mur, probablement avec ses ongles malgré ses mains attachées, ce qui avait dû lui demander des heures de contorsion douloureuse. Il y avait un seul mot, répété encore et encore dans une écriture tremblante et presque illisible. Pardon, 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 pardon. Quand la nouvelle de la mort de Vernon Gaskin se répandit dans la ville, la réaction fut un mélange de choc, de peur, et chez certains, de quelque chose qui ressemblait à une satisfaction sombre. Vernon avait été un homme respecté, mais aussi craint. Ses connexions avec le clan étaient connues, même si elles n'étaient jamais ouvertement discutées. Pour la communauté noire et créole, sa mort était vue comme une forme de justice poétique, même si personne n'osait l'exprimer ouvertement. Mais pour ceux qui connaissaient les circonstances exactes de sa mort, pour ceux qui savaient ce qu'il avait écrit sur le mur, la situation était bien plus troublante. Pourquoi un homme écrirait-il pardon encore et encore dans ces dernières heures? À qui demandait-il pardon? Et pourquoi préférait-il mourir plutôt que de libérer ses mains? La réponse que beaucoup choisissaient d'adopter était simple et terrifiante. Célestine Doucet l'avait maudit. Elle avait dit que leurs mains se retourneraient contre eux, et c'est exactement ce qui s'était passé. Vernon avait tellement peur de ce que ses mains pourraient en faire qu'il avait préféré mourir plutôt que de les libérer. Et maintenant, il était mort, ses doigts ayant griffé un message de repentir dans ses derniers moments de conscience. L'enterrement de Vernon Gaskin eut lieu le lundi suivant. C'était une journée grise et humide, avec un ciel bas qui menaçait de déverser de la pluie à tout moment. Presque toute la communauté blanche d'Opelousas était présente, ainsi que quelques noirs et créoles qui avaient travaillé pour Vernon ou fait affaire avec sa quincaillerie. Célestine n'y alla pas, bien sûr, mais elle entendit parler de la scène étrange qui s'était produite au cimetière. Pendant que le pasteur Reynolds lisait les prières habituelles, Eleanor Gaskin était restée silencieuse, le visage caché derrière un voile noir. Mais au moment où le cercueil fut descendu dans la fosse, elle s'était soudain mise à parler, sa voix portant dans le silence du cimetière. « Il n'était pas un mauvais homme », aurait-elle dit, ses mots semblant s'adresser autant à elle-même qu'aux personnes présentes. Il pensait faire ce qui était juste. Il pensait protéger sa famille, sa communauté. Mais il avait tort. Il avait tort. Et maintenant il a payé le prix. Puis elle s'était tournée vers les hommes rassemblés, et plusieurs témoins affirmèrent qu'elle avait regardé spécifiquement James Pritchard et William Sutton, et avait dit quelque chose qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. « Si vous avez le moindre bon sens, vous laisserez cette femme tranquille, parce que ce qui est arrivé à mon mari, ce n'était peut-être que le début. » Puis elle s'était éloignée, laissant derrière elle un silence stupéfait. Ce soir-là, alors que Célestine préparait une tisane dans sa cuisine, quelqu'un frappa à sa porte. C'était une heure tardive pour une visite, et elle hésita avant d'ouvrir. Mais quand elle regarda par la fenêtre, elle reconnut la silhouette d'Eleanor Gaskin. Elle ouvrit prudemment. Eleanor se tenait sur le seuil, toujours vêtue de ses vêtements de deuil, le visage pâle mais composé. « Je sais que c'est inapproprié de venir si tard, »
dit Eleanor sans préambule. Mais je devais vous voir. Célestine l'invita à entrer. Elles s'assirent face à face dans la petite pièce principale, une lampe à pétrole projetant des ombres dansantes sur les murs. « La tisane que vous m'avez donnée, » commença Eleanor. « Elle a fonctionné, les migraines ont presque disparu. Je voulais vous remercier. » Elle posa une enveloppe sur la table. Célestine pouvait voir qu'elle contenait de l'argent, probablement plus que ce qu'elle demandait habituellement. « Je ne suis pas venu pour vous accuser. » Continua Eleanor, sa voix tremblant légèrement. Je sais ce que les gens disent, qu'il s'agit d'une malédiction, que vous avez utilisé le vaudou, toutes ces absurdités, mais je ne crois pas à ces choses. Elle s'arrêta, se mordit la lèvre, puis continua. Vernon, mon mari, il était un homme compliqué. Il croyait faire ce qui était bien, mais il avait des côtés sombres. Il faisait partie d'un groupe d'hommes qui faisaient des choses terribles. Des choses dont j'ai appris l'existence au fil des années et que j'ai choisi d'ignorer parce que c'était plus facile. Parce que j'avais peur. Elle leva les yeux vers Célestine. Il est venu chez vous cette nuit-là. Je le sais maintenant. Lui et 4 autres hommes. Il voulait brûler votre maison. Et vous les avez effrayés d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment. Mais depuis cette nuit, Vernon n'a plus jamais été le même. Ce n'était pas une malédiction, dit doucement Célestine. C'était juste de la peur, termina Eleanor. Je sais, la peur de ce qu'il avait failli faire, la peur de ce que cela faisait de lui, la peur que ses propres mains, qui avaient failli détruire votre vie, puissent faire encore pire. Et cette peur l'a détruit. Elle se leva, s'apprêtant à partir, puis se retourna une dernière fois. Il y avait 4 autres hommes avec lui cette nuit-là, dit-elle. William Sutton, James Pritchard et 2 autres dont je ne connais pas les noms. Faites attention, Madame Doucet, parce que j'ai vu leur visage aujourd'hui à l'enterrement, et ils ont peur, eux aussi. Et les hommes effrayés sont les plus dangereux. Après son départ, Célestine resta éveillée longtemps, fixant la flamme de la lampe. Elle pensait à Vernon Gaskin, griffant pardon sur un mur d'hôpital dans ses derniers moments. Elle pensait à Eleanor, une femme qui avait choisi le silence pendant des années et qui, maintenant, face à la mort de son mari, trouvait finalement la force de parler. Et elle pensait aux 3 autres hommes, William Sutton, James Pritchard et les 2 inconnus, et à ce qu'Eleanor avait dit. Des hommes effrayés sont les plus dangereux. Célestine ne savait pas encore à quel point ces mots étaient prophétiques. Les jours qui suivirent l'enterrement de Vernon Gaskin furent étrangement calmes. Il y avait une tension sous-jacente, bien sûr, un sentiment d'attente qui imprégnait l'air comme l'humidité avant un orage. Mais rien de concret ne se produisit. La vie continuait. Les gens vaquaient à leurs occupations et superficiellement, tout semblait normal. Célestine continuait à recevoir ses patients, peut-être même plus qu'avant. Sa réputation, qu'elle le veuille ou non, s'était considérablement étendue. Des gens venaient maintenant de villages voisins pour la consulter, attirés par les histoires extraordinaires qui circulaient sur ses pouvoirs de guérisseuse. Elle accueillait tout le monde avec la même bienveillance professionnelle, ne faisant jamais référence aux événements récents, se concentrant uniquement sur le soulagement de la souffrance humaine. Mais elle dormait mal. Chaque bruit nocturne la réveillait. Elle gardait le vieux pistolet d'Armand sous son oreiller, même si elle n'était pas sûre de pouvoir s'en servir le moment venu. Et elle pensait constamment aux 3 autres hommes qui étaient venus cette nuit de juillet avec Vernon Gaskin. 2 semaines après l'enterrement, James Pritchard commença à montrer des signes étranges. Cela commença de manière subtile. Sa femme, Martha, remarqua qu'il examinait constamment ses mains, les tournant devant ses yeux comme s'il y voyait quelque chose d'inhabituel. Il commença à les laver de manière obsessionnelle, parfois 10 ou 15 fois par jour, se frottant la peau avec du savon jusqu'à ce qu'elle devienne rouge et irritée. Quand Martha lui demandait ce qui n'allait pas, il secouait la tête et marmonnait qu'il y avait quelque chose sur ses mains, quelque chose qu'il ne pouvait pas enlever. « Elles sont sales », disait-il. « Je ne peux pas les rendre propres. » Mais quand Martha examinait ses mains, elle n'avait rien d'anormal.
Elles étaient simplement rouges et abîmées par le lavage excessif. La situation empira rapidement. James commença à porter des gants en permanence, même par temps chaud, même à l'intérieur de sa maison. Il refusait de toucher de la nourriture avec ses mains nues. Il faisait des cauchemars où il voyait ses mains couvertes de sang, un sang qu'il ne pouvait pas laver, qui coulait sans fin de ses doigts. Il se réveillait en hurlant, convaincu que le sang était réel, même si Martha allumait la lampe et lui montrait que ses mains étaient parfaitement normales. « C'est le sang de quelqu'un », aurait-il dit une nuit, selon le témoignage ultérieur de Martha. « Je ne sais pas de qui, mais c'est là. Je peux le sentir. Il ne partira jamais. » Ses amis et associés commencèrent à remarquer son comportement étrange. Il évitait de serrer la main des gens. Il portait des gants épais, même pour manipuler de l'argent ou des outils. Il passait des heures chaque jour à se laver les mains, utilisant des brosses dures qui laissaient sa peau à vif et sanglante. Le docteur Weiss fut appelé. Il examina James et ne trouva rien de physiquement anormal, à l'exception des blessures auto-infligées causées par le lavage excessif. Il diagnostiqua ce qu'il appela une forme de névrose obsessionnelle et prescrivit du repos et du bromure pour calmer les nerfs. Mais rien n'y fit. L'état de James continuait à se détériorer. Et puis, un mardi soir de fin septembre, Martha Pritchard trouva son mari dans la grange derrière leur maison, en train de faire quelque chose d'absolument horrifiant. Il était debout devant l'établi, une hachette à la main, et il s'était déjà entaillé profondément 3 doigts de la main gauche, le sang coulant abondamment sur le bois. Quand Martha entra en courant et cria son nom, il se tourna vers elle avec une expression qui la terrifia plus que le sang ou la hachette. « Je dois les enlever », dit-il d'une voix parfaitement calme, presque raisonnable. « C'est la seule façon de les rendre propres. Si je les enlève, le sang s'en ira avec elles. » Martha se précipita sur lui, essayant de lui arracher la hachette. Ils luttèrent, et dans la bagarre, James se coupa encore 2 fois, des entailles profondes dans la paume de sa main droite. Finalement, Martha parvint à saisir la hachette et la jeta loin d'eux, puis courut chercher de l'aide. Plusieurs voisins accoururent. Ils trouvèrent James assis par terre dans la grange, regardant ses mains mutilées avec une expression étrangement satisfaite. « C'est mieux », murmurait-il. « C'est mieux maintenant. Le sang peut sortir. » Il fut transporté d'urgence chez le docteur Weiss, qui passa des heures à nettoyer et suturer les blessures. Les coupures étaient profondes, mais, par miracle, aucun tendon majeur n'avait été sectionné. James avait de la chance, si on pouvait appeler ça de la chance, de conserver l'usage de ses mains. Mais le lendemain, malgré les bandages, malgré la douleur atroce que devaient lui causer les blessures, James essaya à nouveau. Martha le trouva dans la cuisine, essayant maladroitement de tenir un couteau de boucher avec ses mains bandagées, déterminé à finir ce qu'il avait commencé. Cette fois, le docteur Weiss recommanda qu'il soit interné à l'asile d'État de Jackson, à plus de 100 kilomètres de là. C'était un établissement pour les malades mentaux, un endroit dont on ne parlait qu'à voix basse, où les gens étaient enfermés lorsqu'ils devenaient trop dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Martha, désespérée et épuisée, accepta. James Pritchard fut emmené le jour même, menottes au poignet pour l'empêcher de se blesser pendant le trajet. Mais ce n'était pas encore fini. 3 jours après le départ de James pour l'asile, William Sutton commença lui aussi à manifester des comportements étranges. Au début, ce n'était pas ses mains qui le préoccupaient, c'était ses yeux. Il commença à se plaindre de voir des choses dans sa vision périphérique, des ombres qui bougeaient, des silhouettes qui disparaissaient dès qu'il tournait la tête pour les regarder directement. Sa femme, Catherine, pensait que c'était simplement la fatigue ou le stress causé par ce qui était arrivé à Vernon et James. Après tout, William avait été très proche des 2 hommes et leur destin tragique l'avait profondément affecté. Mais la situation empira. William commença à insister qu'il voyait une femme qui le suivait partout. Une femme en robe sombre avec un foulard coloré sur la tête. Elle ne disait rien, affirmait-il. Elle se contentait de le regarder avec des yeux sombres et profonds. Et où qu'il aille, quoi qu'il fasse,
Elle était là, juste au bord de son champ de vision. Catherine suggéra qu'il consulte le docteur Weiss, mais William refusa catégoriquement. « Il ne peut rien faire contre ça », aurait-il dit. « C'est pas une maladie, c'est elle, c'est cette femme créole. Elle m'a maudit, elle nous a tous maudits. » Il commença à boire, essayant de noyer les visions avec de l'alcool. Cela ne fit qu'empirer les choses. Ivre, il voyait la femme partout, dans chaque coin sombre, derrière chaque porte. Il criait après elle, la suppliant de le laisser tranquille, promettant qu'il était désolé, qu'il ne l'avait jamais voulu de mal, que tout était un terrible malentendu. Ses voisins commencèrent à l'éviter. On le voyait marcher seul dans les rues d'Opelousas, titubant, parlant tout seul, regardant des coins vides comme s'il y avait quelqu'un. Les enfants se moquèrent de lui, jusqu'à ce que leurs parents leur ordonnent de se taire et de rentrer à la maison. Puis, une nuit d'octobre, William disparut. Catherine se réveilla vers 3 heures du matin et découvrit que son mari n'était plus dans leur lit. Elle fouilla la maison, puis le jardin, puis appela les voisins. Une équipe de recherche fut organisée, et au petit matin, on le retrouva. Il était dans les marécages, à plus de 3 kilomètres de la ville, debout dans l'eau jusqu'à la taille. Il avait les bras levés devant lui, les mains tendues comme pour écarter quelque chose, et il criait dans la nuit « Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne veux plus voir ». Il fallut plusieurs hommes pour le sortir du marécage. Il se débattait, hurlant qu'elle était là, qu'elle l'entourait, qu'il devait se débarrasser de ses yeux, parce que c'était la seule façon de ne plus la voir. Quand ils le ramenèrent en ville, le docteur Weiss fut encore une fois appelé. Mais cette fois, il était clair que William avait franchi un point de non-retour. Son esprit s'était complètement fracturé. Il alternait entre des périodes de lucidité où il semblait presque normal et des accès de terreur absolue où il affirmait que Célestine Doucet se tenait juste à côté de lui, le regardant, attendant. « Qu'est-ce qu'elle attend ?» avait demandé le docteur Weiss pendant un moment de lucidité. « Qu'attend ?» avait répondu William, ses yeux fixant un point dans le vide. « Elle attend que je comprenne. Elle attend que je paie, comme Vernon a payé. Comme James va payer, elle attend juste de voir comment je vais le faire. » Le lendemain matin, Catherine Sutton trouva son mari dans la remise, inconscient dans une mare de sang. Il s'était arraché les yeux. Il avait utilisé ses propres doigts, griffant et creusant jusqu'à ce qu'il ait extrait ses globes oculaires de leurs orbites. Le docteur Weiss, appelé d'urgence, ne put que constater l'horreur de la scène. William était toujours vivant, mais dans un état de choc si profond qu'il ne répondait à aucun stimulus. « Maintenant je ne la vois plus », murmurait-il encore et encore, même inconscient, comme un mantra. « Maintenant je ne la vois plus ». Il mourut 3 jours plus tard d'une infection, malgré tous les efforts du docteur Weiss pour le sauver. Ses derniers mots, selon l'infirmière qui était à son chevet, furent « Pardon, dites-lui pardon ». À ce stade, la ville d'Opelousas était dans un état de panique collective. 3 hommes, tous membres du même cercle du clan, tous présents lors de la tentative d'incendie de la maison de Célestine Doucet, étaient morts ou devenus fous, chacun mutilant exactement la partie de son corps que Célestine avait mentionnée dans sa prétendue malédiction. Vernon et ses mains, James et ses mains ensanglantées, William et ses yeux qui voyaient trop. Les 2 derniers hommes qui avaient participé à l'expédition nocturne, dont les identités étaient maintenant connues de tous, Robert Callahan et Henry Dresden, étaient terrifiés. Ils avaient vu ce qui était arrivé à leurs compagnons. Ils savaient qu'ils seraient les prochains. Robert Callahan quitta la ville dans la nuit, abandonnant sa femme et ses enfants, laissant juste un mot disant qu'il partait pour la Californie et qu'il ne devait pas essayer de le retrouver. Personne ne le revit jamais à Opelousas. Quant à Henry Dresden, il fit quelque chose d'extraordinaire. Par une chaude soirée d'octobre, il vint chez Célestine Doucet. Célestine était dans son jardin, arrosant ses plantes médicinales dans la lumière déclinante du soir, quand elle vit Henry Dresden s'approcher de sa barrière. Elle le reconnut immédiatement. C'était un homme d'une 30aine d'années, mince et grand,
avec des cheveux blonds et un visage qui aurait pu être agréable s'il n'avait pas été marqué par la fatigue et la peur. Son premier réflexe fut de rentrer dans la maison et de fermer la porte à clé. Mais quelque chose dans la posture d'Henri l'arrêta. Il ne semblait pas menaçant. Il semblait brisé. « Madame Doucet » appela-t-il d'une voix rauque. « S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. » Célestine hésita, puis posa son arrosoir et s'approcha prudemment de la barrière, maintenant une distance de sécurité entre eux. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle calmement. « Vous étiez là cette nuit-là. » « Oui, » reconnut Henri, et à la surprise de Célestine, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « J'y étais, et maintenant je suis le dernier. Robert est parti. Les 3 autres sont morts ou devenus fous, et je sais que je suis le suivant. Je n'ai rien fait à ces hommes, » dit Célestine. Et c'était la vérité. Je n'ai prononcé que des mots cette nuit-là. Des mots pour vous effrayer, pour vous faire partir. Je ne suis pas une sorcière. Je n'ai jeté aucun sort. Je sais, dit Henri, et il sembla effondré. Je sais. C'est ce qui rend tout cela encore plus terrible. Vous n'aviez pas besoin de jeter un sort. Nous l'avons fait nous-mêmes. Il s'appuya contre la barrière, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Vernon ne pouvait pas vivre avec ce que ses mains avaient failli faire. James ne pouvait pas supporter le sang qu'il voyait sur ses mains, le sang de tous les gens que le clan a fait souffrir au fil des années. Et William vous voyait partout parce qu'il savait que ce que nous avions essayé de vous faire était impardonnable. Il leva les yeux vers Célestine. Nous avons fait de vous notre juge et notre bourreau. Nous avons créé notre propre malédiction. Et maintenant, je vais mourir aussi, parce que je sais que je le mérite. Célestine le regarda longuement. Elle voyait en lui un homme détruit, non pas par quelque pouvoir mystique, mais par sa propre conscience, par le poids accumulé de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises ou auxquelles il avait participé au nom d'une idéologie haineuse. Elle voyait un homme qui avait passé sa vie à déshumaniser les autres et qui découvrait maintenant, trop tard, l'horreur de ce qu'il était devenu. Elle aurait pu le laisser partir, le laisser se consumer dans sa propre culpabilité, comme les autres l'avaient fait. Mais quelque chose en elle, peut-être l'instinct de guérisseuse qui avait toujours guidé sa vie, peut-être simplement une lassitude face à tant de morts et de souffrances, la poussa à parler. « Vous voulez mon pardon ?» demanda-t-elle doucement. Henri secoua la tête. « Je ne mérite pas votre pardon. Je suis venu vous dire la vérité, sur cette nuit-là et sur d'autres nuits, sur ce que nous avons fait. » Et là, debout devant la barrière de Célestine Doucet alors que la nuit tombait sur Opelousas, Henri Dresden fit quelque chose qu'aucun membre du clan local n'avait jamais fait. Il confessa. Il parla pendant plus d'1 heure et Célestine écouta en silence. Il raconta comment le clan local avait terrorisé la communauté noire pendant des années. Les incendies, les lynchages, les passages à tabac. Il nomma des noms, donna des dates, décrivit des crimes qui n'avaient jamais été rapportés à la police ou qui avaient été étouffés. Il parla de la mort d'Armand, le mari de Célestine, confirmant ce qu'elle avait toujours soupçonné. Ce n'était pas un suicide. Armand avait été lynché parce qu'il avait osé refuser de baisser les yeux devant un homme blanc, parce qu'il avait osé affirmer sa dignité. Célestine écouta tout cela, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Certaines des choses qu'Henri révélait confirmaient ses pires soupçons. D'autres étaient encore plus horribles qu'elle ne l'avait imaginé. Quand il eut fini, Henri sortit de sa poche un petit carnet. « Tout est écrit là-dedans, » dit-il. « Tous les noms, toutes les dates, tout ce dont je me souviens. Je voulais que quelqu'un le sache, je voulais que quelqu'un témoigne. » Il tendit le carnet à travers la barrière. Célestine le prit, ses mains tremblant légèrement. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» demanda-t-elle. Henri haussa les épaules, un geste d'épuisement total. « Je ne sais pas. Partir peut-être. Essayer de vivre avec ce que je sais de moi-même. Attendre que ce qui doit arriver arrive. Il n'y a pas de malédiction, dit Célestine fermement. Ce qui est arrivé aux autres
C'était leur propre culpabilité, leur propre peur, leur propre conscience qui les a détruits. Vous n'avez pas à suivre le même chemin. Henri la regarda avec une expression étrange, comme s'il voulait croire, mais ne pouvait pas. Peut-être, dit-il doucement. Ou peut-être que c'est exactement ce qu'une malédiction devrait être. Pas quelque chose d'extérieur qui nous est fait, mais quelque chose qui vient de l'intérieur, de ce que nous sommes vraiment. Il se détourna pour partir, puis s'arrêta. Si ça peut vous consoler, Madame Doucet, je crois que vous êtes l'une des personnes les plus puissantes que j'ai jamais rencontrées. Pas à cause de sorts ou de magie, mais parce que vous avez survécu à tout ce que nous vous avons fait, à vous et aux vôtres, et vous êtes toujours debout, toujours là, toujours en train d'aider les gens. Ça, c'est un pouvoir que nous ne pouvons pas détruire. Puis il s'éloigna dans l'obscurité grandissante, et Célestine ne le revit jamais. Les jours qui suivirent, Célestine lut et relut le carnet que Henri lui avait donné. C'était un document accablant, détaillant des années d'atrocités commises par le clan local. Elle se demanda ce qu'elle devait en faire. Le donner au shérif? Mais le shérif de la Croix, bien qu'il ne soit pas membre du clan lui-même, avait passé des décennies à fermer les yeux sur leurs activités. Le donner aux journaux? Mais dans le sud des années 20, quel journal publierait de telles accusations? Finalement, elle décida de le garder caché, en sécurité comme un témoignage pour l'avenir. Peut-être qu'un jour viendrait où ces informations pourraient être utilisées. Peut-être qu'un jour, la vérité pourrait enfin être dite sans danger. Quant à Henry Dresden, il disparut d'Opelousas quelques semaines plus tard, et comme Robert Callahan avant lui, personne ne sut jamais ce qu'il était devenu. Certains disaient qu'il était parti pour le nord, d'autres qu'il s'était engagé dans la marine marchande, d'autres encore qu'il s'était suicidé quelque part en silence, loin des regards. La vérité, c'est que personne ne savait vraiment. Les mois passèrent. L'hiver vint, puis le printemps. La vie à Opelousas reprit progressivement son cours. Les histoires sur Célestine Doucet continuaient à circuler, mais avec le temps, elles commencèrent à prendre un caractère presque mythique. On parlait d'elle comme d'une légende, de la femme qui avait défié le clan et survécu, de la guérisseuse au pouvoir mystérieux. James Pritchard mourut à l'asile de Jackson en 1926, 3 ans après son internement. D'après les rapports médicaux, il n'avait jamais retrouvé sa santé mentale. Jusqu'à la fin, il continuait à se laver compulsivement les mains, même quand elles étaient à vif et saignaient, convaincu qu'elles ne seraient jamais propres. Eleanor Gaskin vendit la quincaillerie et quitta Opelousas avec ses enfants, s'installant à la Nouvelle-Orléans, où elle commença une nouvelle vie, loin des souvenirs douloureux. Avant de partir, elle vint une dernière fois voir Célestine et lui donna une enveloppe contenant une somme d'argent considérable. « Mon mari a détruit beaucoup de choses dans sa vie, dit-elle. Au moins, son argent pourra servir à faire du bien. » Célestine utilisa cet argent pour agrandir son jardin médicinal et pour offrir ses services gratuitement aux plus pauvres de la communauté. Sa réputation de guérisseuse se renforça encore, et des gens venaient de tout l'État pour la consulter. Mais elle ne parla jamais publiquement de ce qui s'était réellement passé cette nuit de juillet 1923. Elle ne confirma jamais qu'elle avait jeté une malédiction. Mais elle ne le démentit jamais non plus. Elle comprenait que parfois, le mystère était plus protecteur que la vérité. Les années passèrent. L'influence du clan à Opelousas diminua progressivement, non pas à cause d'une seule cause, mais à cause d'une combinaison de facteurs sociaux, politiques et culturels. Mais beaucoup de gens, surtout dans la communauté noire et créole, croyaient que la véritable raison était plus simple. Après ce qui était arrivé à Vernon Gaskin, James Pritchard et William Sutton, peu d'hommes avaient encore le courage de mettre une robe blanche et de terroriser leurs voisins dans la nuit. Célestine vécut jusqu'à un âge avancé, respectée et même aimée par beaucoup. Elle ne se remaria jamais, consacrant sa vie à soigner et à aider. Elle mourut paisiblement dans son sommeil en 1954, à l'âge de 71 ans, entourée de plusieurs générations de patients qu'elle avait soignés au fil des décennies. À son enterrement, il y avait des centaines de personnes, noires, blanches et créoles,
toutes venues témoigner leur respect pour une femme extraordinaire. Le pasteur de l'église créole qui présida la cérémonie dit quelque chose qui résonna longtemps après. Célestine Doucet était une guérisseuse de corps, mais plus encore, elle était une guérisseuse d'âme. Elle nous a montré que la vraie force ne vient pas de la violence ou de la haine, mais de la capacité à rester debout face à l'adversité, de la capacité à transformer la peur en respect, et de la capacité à répondre à la cruauté par la compassion. Mais l'histoire ne se termine pas vraiment là. Parce que des décennies plus tard, quand les enfants de Célestine Doucet, enfants spirituels, car elle n'avait jamais eu d'enfant biologique, mais avait formé toute une génération de guérisseurs et d'herboristes, nettoyèrent sa maison après sa mort, ils trouvèrent quelque chose de troublant caché sous une latte de plancher. C'était le carnet que Henri Dresden lui avait donné toutes ces années auparavant, avec une lettre écrite de la main de Célestine, datée de 1953, un an avant sa mort. La lettre expliquait en détail ce qui s'était réellement passé cette nuit de juillet 1923, comment elle avait utilisé la psychologie, la mise en scène et la connaissance des superstitions locales pour effrayer les hommes du clan. Comment elle n'avait jamais jeté de sort, jamais utilisé de magie, jamais fait rien de surnaturel. Comment toute la tragédie qui avait suivi était le résultat de la culpabilité, de la peur et de l'autosuggestion des hommes eux-mêmes. « Je veux que la vérité soit connue un jour », écrivait-elle dans cette lettre. Non pas pour diminuer ce qui s'est passé, mais pour montrer quelque chose d'important. Nous n'avons pas besoin de pouvoir surnaturel pour nous défendre. La conscience humaine est assez puissante. La culpabilité est assez puissante. La peur de nos propres actions est assez puissante. Les hommes qui ont essayé de me détruire se sont détruits eux-mêmes, non pas parce que j'avais des pouvoirs magiques, mais parce qu'ils ne pouvaient pas vivre avec ce qu'ils étaient devenus. Mais voici le détail le plus troublant de cette histoire. Quand les descendants spirituels de Célestine essayèrent de vérifier l'existence de Henri Dresden et Robert Callahan, les deux hommes qui avaient survécu et disparu, ils ne trouvèrent aucune trace d'eux dans les registres officiels. Aucun acte de naissance, aucun acte de décès, aucun enregistrement de départ de la ville, rien. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Certains disent que c'est simplement dû à la mauvaise tenue des registres dans le sud rural des années 20. D'autres suggèrent que ces hommes ont peut-être utilisé de faux noms après avoir quitté Opelousas, effaçant toute trace de leur ancienne identité. D'autres encore murmurent que c'est la preuve que Célestine avait peut-être plus de pouvoir qu'elle ne voulait l'admettre, même à elle-même. Et le carnet de Henri Dresden. Quand les descendants de Célestine essayèrent de le faire examiner par des historiens, ils découvrirent que plusieurs des crimes décrits dans le carnet pouvaient être corroborés par d'autres sources historiques. Des lynchages non résolus, des incendies suspects, des disparitions mystérieuses, tout correspondait. Mais d'autres événements mentionnés dans le carnet ne pouvaient être vérifiés nulle part ailleurs. C'était comme si une partie du carnet décrivait des faits réels et une autre partie, quelque chose d'autre. Aujourd'hui, si vous visitez Opelousas en Louisiane, vous trouverez une petite plaque commémorative dans le quartier créole, marquant l'emplacement approximatif où se trouvait autrefois la maison de Célestine Doucet. La maison elle-même a disparu depuis longtemps, remplacée par un petit parc communautaire où poussent des herbes médicinales et des fleurs. Certains disent que ce sont des descendants des plantes que Célestine cultivait autrefois. Les gens du coin racontent encore l'histoire de la sorcière vaudou qui a maudit 3 membres du clan, les poussant à se mutiler avant de mourir. Mais maintenant, ils racontent aussi l'autre version de l'histoire, celle de Célestine Doucet, qui n'avait aucun pouvoir magique, mais qui a prouvé que la dignité humaine et la force morale peuvent être les armes les plus puissantes de toutes. Alors, quelle version est vraie? Était-ce vraiment une malédiction, ou était-ce simplement la conscience humaine qui a retourné ces hommes contre eux-mêmes? Vernon Gaskin est-il mort par les effets d'un sort mystique ou par sa propre culpabilité insupportable?
James Pritchard a-t-il vu du sang sur ses mains à cause d'une vision surnaturelle ou parce que son esprit ne pouvait plus supporter le poids de toutes les violences auxquelles il avait participé? William Sutton voyait-il vraiment Célestine le suivre partout? Ou était-ce la projection de sa propre conscience torturée? Et Henry Dresden et Robert Callahan ont-ils vraiment existé? Ou étaient-ils des fantômes créés par la mémoire collective, des symboles de la possibilité de rédemption même pour les pires criminels? Voilà l'histoire telle qu'elle nous est parvenue à travers les décennies, transmise de bouche à oreille, documentée dans des fragments d'archives, racontée et réinventée au fil du temps. Qu'en pensez-vous? Était-ce une véritable malédiction vaudou, ou le résultat tragique de la culpabilité et de la peur? Croyez-vous que Célestine Doucet possédait vraiment des pouvoirs? Ou était-elle simplement une femme courageuse qui a su utiliser la psychologie et les croyances de son époque pour se défendre? Laissez un commentaire avec votre théorie. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires oubliées qui flirtent avec la frontière entre le réel et l'inexplicable. Et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères qui nous font nous demander où s'arrête la réalité et où commence la légende. Parce qu'au fond, c'est peut-être la vraie question que cette histoire pose. Dans un monde où la violence et l'injustice étaient si ordinaires, où la dignité humaine était si souvent bafouée, avons-nous vraiment besoin de croire au surnaturel pour expliquer comment 3 hommes se sont autodétruits après avoir tenté de détruire une femme innocente? Ou est-ce que l'explication la plus terrifiante est aussi la plus simple, que l'horreur la plus profonde ne vient pas de malédiction ou de sort, mais de notre propre capacité à nous punir nous-mêmes pour les péchés que nous savons avoir commis? Je vous laisse méditer sur cette question. Et peut-être, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un agir avec cruauté ou injustice, vous vous rappellerez l'histoire de Célestine Doucet et vous vous demanderez, quelle est la vraie malédiction? Celle qu'on nous jette ou celle qu'on se jette à soi-même?